Bonjour. Allez, je vous propose de démarrer. Bon. Si vous avez lu l'abstract, il y a une petite arnaque dans le titre, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'expliquer comment on peut utiliser tous les outils que vous connaissez aujourd'hui, les start debug, les dumps, les machins, pour obtenir un maximum d'infos sur vos programmes. Et plus on obtient de l'info sur vos programmes, et plus on peut en tirer des choses. D'accord? Donc, c'est pas tellement, on parlera de la sécurité des développements, mais dans le langage RPG, la réalité, c'est que c'est compilé, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est plutôt comment on peut comprendre l'outillage qu'on a, s'en prémunir à la marge aussi, d'accord, pas laisser des droits de debug à tout le monde et compagnie, évidemment. Évidemment, tout ça dans une optique de sécurité. Et deuxième partie, on parle de la signature des objets, parce que c'est un sujet qu'on a assez peu vu en place chez les clients, un peu chez les éditeurs, personnels, mais du coup, ça peut être l'occasion aussi d'aller parler de ce sujet-là. Il paraît qu'il faut que je change ma photo. Moi, je la trouvais très bien, cette photo, mais promis que je la changerai bientôt. C'est pas grave. Bon, d'accord. Donc, moi, j'interviens pour Gaïa. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Il y a de la place à droite, à gauche, devant, derrière. J'interviens pour Gaïa Evolubis et j'interviens sur de la formation et j'interviens sur de l'expertise. Et côté Gaïa Evolubis, voilà, on fait du centre de service et de la formation et de l'accompagnement sur mesure. Et évidemment, on est assez actif dans tout ce qui est communauté. On a parlé de Commande France et des autres dispositifs qui sont à côté. Je vais enchaîner parce que je sais que je suis déjà en retard. Donc, 2-3 bonnes pratiques RPG-CL, mais je voulais teaser au démarrage, en fait, pas grand-chose. On va aller très vite là-dessus. SQL, un petit peu sur l'open source, ça va aller encore plus vite. Et on parle de signature des objets derrière. On a déjà eu plein de sessions sur les droits sur les objets, les profils, les droits spéciaux, tout ce que vous voulez. Je ne reviens pas là-dessus. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas y revenir, j'ai dit que je ne reviens pas aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, on va se concentrer sur, encore une fois, un petit peu les outils qu'on connaît et comment on peut détourner un petit peu ces outils. Alors, première chose, RPG-CL. Et ça, c'est pas une nouvelle, d'accord? Ça veut dire que déjà, on n'est pas comme dans des langages de script dans lesquels, si vous interceptez le script, vous pouvez injecter du code à vous à l'intérieur. On est sur un langage compilé, vous avez votre objet, il est homogène, vous ne pouvez pas aller le décompiler, enfin, c'est compliqué en tout cas, d'aller le décompiler, de rajouter des trucs à l'intérieur. J'ai dit c'est compliqué. Si vous passez par SST, on peut aller changer les valeurs hexadécimales dans la mémoire. C'est comme ça qu'on fait sauter les boucles pour enlever les licences. Pour les éditeurs, je le dis. D'accord, mais quand même, c'est délicat. Donc, globalement, vous avez quand même la sécurité qui est de dire, vous avez fait du source, vous l'avez compilé, vous l'avez testé, et votre programme, il ne bouge pas. Okay. Donc, par rapport à ça, déjà, on est assez tranquille. En plus, le runtime RPG fait que il y a un contexte d'exécution qui, lui aussi, est homogène. On n'a pas trop de risque d'injection par rapport au contexte. Bon. On va commencer par la fin, c'est pour ça qu'on en reparle. Les sources. Les sources, c'est pour le développeur. D'accord? Donc, sur la prod, vous ne mettez pas les sources. Si vous mettez les sources sur la prod, vous laissez les clés du camion sur le camion. Mais je peux dire ça parce que c'est un langage compilé. Des langages pas compilés, vous n'avez pas le choix. On utilise beaucoup... Enfin, c'est pas on utilise. Le système d'exploitation est basé, en fait, sur une gestion et une propagation des exceptions. Sous Linux, on appelle ça des signaux. Sur l'IBMI, c'est des messages. D'accord? Et vous avez des codes d'opération, comme par exemple sendmsg, qui permettent à un programme d'aller envoyer un message dans la joblog. Pas vraiment techniquement dans la joblog, c'est que votre programme envoie un message à un autre programme qui est plus haut dans la pile d'appel. Dans ce cas-là, le programme qui est plus haut, c'est l'interpréteur de commande, il affiche le message, mais c'est un programme lui aussi. L'idée ici, c'est quoi? Bon, ok, je ne vais pas expliquer le code, une division par 0, très bien, mais je ne peux pas compiler directement divisé par 0, le compilateur ne laisse pas passer. Mais l'idée, c'est de dire, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un problème à l'exécution, quand vous avez un plantage? Ben, t'es méchant.
Vous le connaissez tous, vous avez un CPF, un RNX, quelque chose qui dit division par 0, bim. Vous faites F1 dessus, vous avez plein d'informations, c'est un message. Il a un expéditeur, il a un destinataire, il a des données, il a un petit identifiant, il porte de la donnée en lui-même et c'est déjà une source d'info. Le deuxième ici, c'est un message informatif qui est moins risqué, j'allais dire, d'accord, mais qui permet principalement de dire ça s'est bien passé ou pas. Donc, un programme qui a une erreur, quand bien même j'intercepte l'erreur est toujours visible, a priori. Et les sources d'information, encore une fois, c'est ce qui m'intéresse. Donc, si vous avez des programmes CL, un programme CL, c'est quoi? C'est un enchaînement de commandes, hein, puis on les compile, on peut mettre des variables, etc. Mais c'est des commandes à la queue leu, qui elles-mêmes peuvent envoyer des messages pour dire ça s'est mal passé, ça s'est bien passé, t'as pas le droit de faire telle opération, etc., etc. Donc, si on fait des choses n'importe lesquelles, a priori, dans la job log, vous êtes susceptible, ça dépend d'autres choses, vous êtes susceptible de voir quelles sont les instructions exécutées, mais vous saurez également quelles sont les erreurs ou quels sont les messages de diagnostic, en tout cas, qui apparaissent. Donc déjà, ça peut être gênant de montrer à tout le monde ce que vous faites, les commandes CL qui sont appelées. Dans le RPG, vous ne voyez pas ce qui se passe, on voit que les erreurs. Mais dans des programmes CL, déjà, vous voyez toutes les commandes. Ça peut être un petit peu... Vous n'avez pas envie forcément qu'on voit toutes les commandes que vous passez. Donc ça, vous avez un paramétrage au niveau du job, le log CL programme, qui permet de dire non, je ne veux pas que tu affiches les commandes au fur et à mesure de l'exécution du programme CL. Ça déjà, votre programme continue de marcher. Les erreurs sont toujours propagées, parce que quand même, il y a un moment, les erreurs, il va falloir les traiter, ça, on ne peut pas l'empêcher. Okay. Mais déjà, on ne voit pas toutes les commandes qui sont exécutées par votre programme CL. Pour le RPG, on n'est pas embêté. Vous pouvez le faire au niveau du job, mais un utilisateur qui a une ligne de commande peut tout à fait modifier ça comme il veut. Vous pouvez le faire, évidemment, c'est recommandé, au niveau des options de compilation, que ce soit sur la commande de compile, mais évidemment, encore mieux, vous le mémorisez dans le source en tant qu'option de compilateur. D'accord? Pour dire, ce programme-là n'affichera pas les commandes qu'il exécute. Un autre programme pourrait très bien les afficher. Je veux dire, ça dépend ce que font vos programmes, mais au moins, vous avez le choix. Pourquoi? Parce qu'il y a des commandes, des fois, y compris des commandes CL, dans lesquelles il y a des chemins, des URL, des profils, des mots de passe éventuellement, des trucs comme ça. On n'a pas envie de les montrer à tout le monde. À base. Vous mémorisez ça dans le source, c'est encore mieux, hein, on est d'accord, vous le mettez dans le source, comme ça vous ne le perdez pas. Si vous avez de l'outillage qui permet d'automatiser les compiles, faites-le rentrer dans votre outillage. Sur les CL, on a un deuxième problème, c'est que vous pouvez faire un retrieve CL SRC, c'est-à-dire même le programme compilé, on peut extraire le source du programme compilé en fonction des options de compile, évidemment, d'accord. Mais sur un programme compilé, si je fais un retrieve, on est capable d'obtenir le source avec un petit en-tête qui nous dit quand, qui, etc. On peut retrouver tout ça. Il ne vous faut pas grand-chose pour retrouver le source, et c'est là où je voulais use. Et en général, sur un programme, vous avez public use ou pas loin, parce que sinon, personne n'est capable d'utiliser vos programmes. Donc, si vous avez public use, potentiellement, on est capable de récupérer des morceaux de source. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Donc, il faut public use sur la commande RTV CLSRC, pardon, et il faut opération et gestion sur les programmes, mais honnêtement, ce n'est pas des droits hyper élevés. Si vous voulez vous prémunir de ça, là aussi, l'option de compilation qui devrait être mise par défaut, c'est le hello retrieve source à non, parce que la valeur par défaut, c'est oui, d'accord. De sorte que, ok, même si j'ai le programme, je ne suis pas capable de récupérer le source. Donc ça aussi, vous me le mettez en option de compilation. Ça coûte pas cher déjà, mais ça se fait. Bon, c'est que des trucs connus, je vous l'ai dit, mais il y a deux, trois trucs surprenants, vous allez voir. Le debug. Bon, le debug, c'est nécessaire pour le développeur, on est tous d'accord. Alors, ce que je vais dire, c'est enregistrer tout ce que je vais dire, donc il va falloir que je mette la forme. C'est nécessaire en production, je sais, les développeurs ne vont pas en production dans vos entreprises, ça ne se fait pas. N'empêche, il y a des choses qui ne sont pas reproductibles sur les plateformes de qualif et de test et de dev, et on les voit qu'en production, et de temps en temps, il faut aller déboguer en prod. Et puis c'est comme ça, je n'ai pas la solution à ça. Donc, nécessaire pour le développeur, éventuellement sur les machines de prod, sur dérogation, vous mettez des droits temporaires, vous avez des systèmes comme ça tracés pour les audits de sécurité si vous voulez.
mais un jour, il faudra débugger quand même. Donc, il faut avoir accès aux commandes Start Debug, Start Service Job, ou si vous débuguez par des outils, de toute façon, c'est à peu près les mêmes commandes qui sont appelées derrière. Il faut avoir les sources pour pouvoir débugger. J'y reviendrai tout à l'heure aussi. On disait, il n'y a pas les sources sur les machines de prod, et puis après, je vous dis, il faut débugger. Donc déjà, il vous faut, pour démarrer, les droits sur ces commandes-là. J'ai remis les droits qui sont livrés tels quels par défaut par IBM. D'accord? Je ne dis pas que c'est ceux que vous devez avoir. Je dis par défaut, le Start Debug, il est à Public Exclude, d'accord? Mais les profils de groupe QPGMR ont les droits dessus. A priori, c'est cohérent, c'est pour les développeurs. Tous les profils NC, je ne le redis pas à chaque fois, tous les profils NC, ils viennent de la 7.6, ceux qu'on ne peut pas modifier. Pour débugger les programmes, je remets un petit peu les droits également qui sont nécessaires. Donc, change, use, ou alors, et il faut service sur le profil pour l'exécuter, use. Une façon simple de régler un petit peu la question des sources. Alors, la question des sources, on peut la régler autrement, mais quand même. Vous pouvez compiler vos programmes avec la vue source, mais faire en sorte que la vue source soit cryptée à l'intérieur du programme, pour être sûr que personne ne puisse extraire le source du programme, sauf le développeur qui, quand il fait son Start Debug ou en passant par VS Code, RDI, etc., c'est supporté, il a une petite fenêtre qui s'affiche qui lui dit donne-moi le mot de passe. Donne-moi le mot de passe, la clé de cryptage plutôt. Si la clé est bonne, on vous affiche le source. Si les clés n'est pas bonne, on ne vous affiche pas le source. Tu as le droit de débugger, on te donne la clé. Tu n'as pas le droit de débugger, on ne te donne pas la clé. Et ça vous évite d'emmener des sources qui ne sont pas cryptées sur les machines de prod dans les bonnes bibliothèques, les bons noms, dans les bons fichiers pour pouvoir débugger, parce que c'est là que le système va aller chercher. Vous débuguez dans l'objet. Vous êtes sûr d'avoir le bon source, puisque c'est le source qui est emmené dans l'objet, ce n'est pas un source que vous avez copié, qui potentiellement a été modifié par Roger à 23h57 après l'apéro. Vous êtes sûr de débugger le bon programme avec le bon source. Et on n'est pas capable de retrouver le source. Cas particulier du CL, j'ai ouvert une demande, là, je ne suis pas d'accord. Cas particulier du CL, vous pouvez compiler un CL source crypté. Si vous n'avez pas mis le retrieve source à nom, vous pouvez récupérer le source sans avoir la clé de cryptage. C'est discutable. On a dit que c'était sécurisé, IBM pourtant. OK. En tout cas, on a fait la demande, OK, mais dans l'idée, configurez ça correctement, vous emmenez les objets, vous avez les sources à l'intérieur, c'est vrai pour le CL, c'est vrai pour le RPG, ça vous évite de manipuler des sources, etc. Une solution. C'est pas de copier avec la vue source, c'est de copier avec la vue listing. La vue listing, mais ou la vue étoile, mais globalement, de toute façon, la vue listing, c'est la vue source plus tous les includes à l'intérieur. Tu ne pourras pas faire la SRC puisqu'il n'y a pas de source. Non, mais quand tu compiles avec la vue source ou la vue étoile, en fait, de facto, il t'emmène les autres. Et quand tu fais le debug, tu peux demander à swapper d'une vue à l'autre. Si tu mets que listing, il te met que les autres vues ne sont pas disponibles. Tu mets que listing. Par contre, tu ne peux pas la... Et le source, il n'est pas embarqué dans le source. Ce qui t'affiche, c'est le source qu'il trouve sur la machine. Si vous êtes sur la machine de dev, par défaut, il va aller chercher le source sur la machine. Si vous êtes sur les machines de prod ou de qualif sur lesquelles il n'y a pas les sources, il va se baser sur l'objet. Et quand on fait le F15, changer la vue source, etc., on peut lui demander. Et il y a une subtilité avec RDI, avec VS Code, je ne sais pas le faire. Mais avec RDI, vous pouvez ouvrir plusieurs connexions. On peut ouvrir une connexion sur la machine de prod, une connexion sur la machine de dev. Et dans le debug de la prod, on peut demander à aller linker le source de la dev. Ça demande un peu de doigté, il ne faut pas être pressé pour le debug. Je n'ai pas réussi à le faire avec VS Code, mais on pourra en parler. C'est aussi une bonne façon de faire, mais il faut avoir des environnements hyper configurés. Donc, il y a les différentes vues. Hein. Il y a statement, listing, source, etc. Je n'ai pas tout. Mais c'est surtout la vue listing qui est intéressante. Mais de toute façon, listing, c'est la meilleure parce qu'il y a tous les includes. Mais c'est surtout que si tu es sur la machine où tu as ton source et que ton source a été modifié, tu as vraiment le source qui correspond à la machine, à l'objet. C'est pour ça qu'on aime bien les mettre dedans. Vous avez, alors,
vous avez des fois des programmes qui sont compilés avec un debug view statement. Alors, debug view statement, il est hyper technique. Ce que je voulais, alors souvent, quand c'est compilé comme ça, on estime que c'est bon en fait, parce qu'on peut rien en sortir de ce truc-là. C'est facile. C'est marqué quoi? Statement 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y. Tu peux y passer la nuit, tu n'auras pas grand-chose avec. Sauf que du moment que c'est débuggable, quel que soit votre débugger, même s'ils ont des comportements un peu différents, du moment que c'est débuggable, vous avez accès aux variables. Et vous pouvez mettre des points d'arrêt, mettre des watch sur les variables, changer les valeurs des variables, etc. Et dans vos variables, encore une fois, vous avez un jour ou l'autre, vous avez soit de la donnée métier qui passe, soit des profils, des mots de passe, si c'est des programmes techniques qui vont se connecter à autre chose et compagnie, vous avez des choses. Donc, attention à ça, du moment que c'est débuggable, on a accès, d'accord, aux variables, on peut faire des choses. J'ai des petites différences entre les différents débuggers, ce que je représentais ici, mais factuellement, quelqu'un de motivé, il y arrivera. Donc, et c'est vrai pour le CL, même si on a mis pas de source, hello retrieve, anno, etc., vous pourrez toujours débugger du CL et on peut toujours aller changer les variables. C'est uniquement ce que je voulais montrer ici. Le pourcent local vars, je le montre, il marche pour le RPG. Il permet d'avoir en une fois toutes les variables du programme RPG. Donc, vous n'avez même pas besoin de connaître les noms des variables. Pourcent local vars, vous avez tout. Et le fait de dire local var, si on est en procédure, c'est que les locales ou alors c'est toutes les variables globales? C'est que les locales, mais après, il suffit de faire un petit peu de pas à pas et puis on va bien finir par remonter dans la stack. D'autres outils que vous... Alors ça, c'est pour vous sensibiliser sur le debug et quelles sont les infos. D'autres outils que vous connaissez, par exemple les dumps. Alors, vous le connaissez parce que quand vous avez des fois des programmes qui sont plantés, des jobs en message wait, etc., une des options, c'est plutôt pas mal. Ça permet de faire des analyses à froid. On récupère les valeurs des variables, les indicateurs, etc. On sait où on en est et puis on peut analyser ça tranquillement plus tard. Donc, pour faire un dump, j'allais dire a priori, tout le monde peut faire un dump puisque c'est un programme qui plante et un message qui dit qu'est-ce que je fais? Retry, ignore, dump. Tout le monde peut faire un dump, il suffit de provoquer un plantage. Une petite idée là-dessus. Le dump, lui, c'est un spool qui va être généré dans une out queue. Qu'est-ce qu'on disait sur la out queue? Public étoile use par défaut. Voilà. Donc déjà, on peut récupérer pas mal d'infos. Ça, c'est pas top. En fonction du debug view que vous avez mis, vous avez plus ou moins d'infos dans le dump. OK, mais de toute façon, on peut toujours le produire. Ça arrive de temps en temps de le pousser par programmation, spécifiquement en cas de gestion d'erreur pour être sûr d'avoir des trucs à manger. OK. Mais dans le dump, évidemment, on retrouve toutes nos variables type longueur, valeur hexadécimale, fichier ouvert, positionnement, data structure, tout ça. Et donc, changer les droits des out queue déjà, premier truc. Maintenant, si on détourne un petit peu le dump, encore une fois, ça va être compliqué de l'éviter. À un moment, division par 0, ça dump. Je ne vais pas faire autrement. D'accord? Ça peut nous donner des idées parce que si je voulais avoir de l'info sur vos programmes, le dump, je sais que j'ai des infos. Peut-être je peux détourner le dump justement pour faire en sorte que vos programmes plantent et que je récupère un max d'infos dessus. Je fais un petit truc ou deux après, j'ai plein d'idées tordues, pour ceux qui me connaissent. Je reviens au dump après, avec un autre cas d'usage. Une autre commande que vous n'utilisez pas forcément souvent, le dump OBJ. Ça peut vous être demandé par le support IBM quand vous avez des incidents tordus. Dump OBJ, ça vous, comme son nom l'indique, vous prenez à peu près n'importe quel objet, pas tous. Ça vous génère un spool, valeur hexadécimale, et pour ce qui est représentable en caractères, vous avez la traduction. Dedans, c'est divisé en plusieurs sections. Et il y a une section qui nous intéresse, en gros, qui est, là c'est l'exemple d'un programme CL, dans le dump, on retrouve le source. Dans cet exemple-là, je ne l'avais pas crypté. D'accord? Donc, dans le dump, je retrouve le source. S'il est crypté, vous ne l'avez pas. Enfin, il est lisible plutôt. Il est crypté. Vous l'avez, mais il n'est pas lisible ici directement. OK, donc
Ça peut être une autre solution de retrouver des choses, mais on peut aller voir beaucoup d'autres choses dans le dump. J'ai remis les droits qui étaient nécessaires. Dans le dump, même si vous avez un programme qui n'a pas le source, qui n'est pas débuggable et tout ce que vous voulez, dans le dump, on finit toujours par retrouver, j'avais pas beaucoup de variables dans ce programme-là, mais on finit par retrouver les noms des variables. Du moment que vous avez le nom des variables et qu'on arrive à débugger, on peut commencer à faire des choses. D'accord? Donc on retrouve petit à petit, on retrouve un maximum d'infos quand même. Et là, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Du moment que vous pouvez faire le dump, vous pouvez. Si je pousse un petit peu plus loin, dans le dump, il y a différentes sections. Il y a une section qui est les informations de liage. Je ne sais plus comment elle s'appelle techniquement, peu importe. Donc, dans les langages ILE, c'est des procédures qui appellent des procédures, que les procédures soient locales ou importées depuis des programmes de service. C'est ce qu'on appelle le liage. Et ici, on va retrouver les procédures et les variables au sens large. On va retrouver dans notre programme CL toutes les procédures qui sont utilisées dans ce programme. Alors là, c'est plutôt des procédures système du runtime ILE, okay, parce que c'est un programme qui faisait Toto. Mais globalement, on serait capable de trouver quelles sont, dans un environnement ILE, quelles sont les procédures que vous appelez, quelles sont les variables que vous importez. Quand on met tout bout à bout, on commence à en trouver des infos quand même, d'accord ? Donc là, c'est une capture en dur, mais j'ai fait du code pour m'amuser. Hein. J'ai trouvé, c'est pas documenté, mais quand vous avez l'habitude des API système chez IBM, en fait, c'est assez facile d'aller décoder le truc. Et je peux vous donner une petite commande que j'ai faite qui vous met ça en base de données. Vous exploitez ça tranquille le soir. Oui, mais là, je suis parti de l'IAGE. Alors maintenant, sur le liage, on a de plus en plus d'informations directement dans Q6.2 aussi. Il y a des nouvelles vues qui vont aller là-dessus, mais l'introspection, on a plus les infos de liage vers les programmes de service. La résolution des liages internes à l'assemblage du programme, on les a assez peu. Une question qu'on nous pose assez souvent, que dans d'autres technologies, c'est un vrai gros sujet. C'est l'injection de code SQL. Donc, dans les programmes, on va partir RPG principalement, d'accord? Dans les programmes RPG, vous pouvez faire du SQL, embarqué dans votre RPG. Et évidemment, la plupart du temps, dans le code, dans les instructions SQL, on va utiliser des variables hautes. On peut avoir du SQL dynamique également. Si vous êtes vraiment complètement SQL, vous pouvez faire de la proc-stock, vous pouvez faire d'autres choses, d'accord? Mais on peut avoir du SQL dans nos programmes et qui va manipuler des variables. La question, c'est comment on se protège par rapport à ce qu'on est capable de mettre dans les variables pour être sûr que notre SQL il va pas être un petit peu dévoyé dans son usage. Alors encore une fois, avec du programme RPG compilé, les instructions SQL sont également compilées. Un select numéro de client where code postal est égal à truc, order by date de création, vous ne pourrez pas tellement lui faire autre chose. À part mettre un mauvais numéro de client, un truc, ça va aller. Par contre, vous avez toujours 5% des programmes, des fois c'est plus, qui font du SQL dynamique parce qu'on a des cas multicritères trop compliqués, il y aurait 500 combinaisons différentes et c'est votre programme qui construit l'instruction SQL en dynamique et qui l'exécute. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut se faire bananer un peu. Dans d'autres langages, principalement les langages interprétés, c'est une vraie question de protéger les instructions SQL parce que quand vous ne maîtrisez pas la donnée qui arrive, qui doit construire votre instruction, on a des vrais soucis. Exemple de base pour qu'il soit compréhensible. Okay, dans la vraie vie, jamais j'aurais fait du dynamique. C'est pour faire un exemple avec du dynamique de syntaxe. On est d'accord. Et ne faites pas de dynamique si vous n'êtes pas obligé, c'est-à-dire dans des cas hyper compliqués. Je prends nom, prénom des employés pour lesquels le numéro d'employé est une variable que j'ai reçue en paramètre de mon programme. Je donne un programme, je lui donne un numéro d'employé, il me retourne les attributs de l'employé. Cas classique. OK. OK, très bien. Je compile le tout, enfin, OK, préparation, c'est du dynamique, déclaration, enfin, ouverture du curseur, on lit l'enregistrement et on affiche nom, prénom qu'on a trouvé. On va faire plus simple. Enfin, plus, ce serait trop. Je lui donne un nom d'employé, un numéro d'employé 10, ça se passe très bien, d'accord?
Je lui donne par contre une autre valeur de paramètre ici, qui est 10, ou bien le résultat de QCMD exec qui fait quelque chose est égal à 0. OK, qu'est-ce qu'il fait? On regarde la job log, hein, il dit, alors déjà c'est rigolo parce qu'il commence par faire, on voit bien qu'il fait le DLT lib que je lui donne en paramètre du QCMD exec, et en plus il va quand même aller chercher l'employé numéro 10. Donc vous n'êtes pas en plus à l'abri de faire en sorte, vous pouvez passer, vous n'êtes pas à l'abri de faire en sorte que, en plus, vous ayez des erreurs silencieuses, puisque vos programmes vont continuer à fonctionner, vous récupérez les bonnes valeurs dans vos variables et machin truc, mais on va continuer, nous, à faire des petites choses en plus derrière, créer des profils, changer des comptes dans l'IFS, de ça nous. Donc évidemment, je suis parti d'un cas qui était, encore une fois, très simpliste et qu'on ne ferait jamais en dynamique, etc. Mais les cas dynamiques sont des cas complexes par nature, donc je ne voulais pas avoir du code grand comme ça. La mécanique, c'est celle-ci. Si vous avez ce genre de choses, aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut faire en SQL, on peut vous bananer très, très facilement. Je tapais fort, ça m'a pris 3 lignes. Un numéro d'employé sur en char 200. Oui, parce que le cas d'usage typique, c'est du multicritère, où tu peux chercher soit par numéro d'employé, soit par nom, prénom, soit par... Dans le programme, tu passes des paramètres pour chaque critère et tu composes dans le programme. Tu passes pas une chaîne comme ça. C'est plus simple, hein, tu fais la même chose et puis à la place, tu fais un exécute immédiat. Tu as vu, j'ai été smart, hein, mais on est d'accord. Encore une fois, c'est des cas, ça nous arrive d'avoir des cas où vous recevez de la donnée très variable, en gros. Dans ces cas-là, en tout cas, on est capable d'avoir ce genre de comportement. Je l'ai fait en RPG, c'est ce que tout le monde maîtrise le plus. Ça marche aussi en SQL, parce qu'en SQL, on sait faire du SQL dynamique. Dans des proc stocks, par exemple, ce genre de choses. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on pourrait être tenté de faire quelque chose comme ça pour généraliser, et là, c'est l'explication. Enfin, c'est l'explication de il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut séparer ces paramètres et puis mettre des variables. Vous êtes dans des cas hyper génériques, il faut me rajouter du contrôle. Vous attendez un numéro de client, un numéro d'employé dans une grande zone alphanumérique. Vérifier que sur le format, ce que vous avez, c'est 6 caractères, c'est pas truc, etc. D'accord. Donc il y a de l'organisation dans le code, et puis il y a un moment, il y a du contrôle de la donnée reçue, parce que on ne va pas checker tous les cas, quoi. Comme les autres langages qui te disent échappe SQL, en gros, ça veut dire que tu ne peux pas avoir d'instruction SQL ou de fonction. C'est un petit peu délicat. Alors, il y a des services SQL qui permettent d'analyser les instructions. Donc, nous, on avait fait le test, en fait. Il y a des instructions SQL qui permettent d'analyser les instructions SQL pour avoir la décomposition en disant, dans telle instruction, il y a telle et telle table et tel truc qui est appelé, etc. Et on s'était dit, on va utiliser ce service-là pour vérifier que soit dans notre instruction complète, soit dans le morceau de code qu'on nous donne ici, on n'essaye pas d'aller tricher sur des trucs. Mais syntaxiquement, ce n'est pas si évident. Et puis là, ce que j'ai utilisé, c'est des appels de fonctions externes, enfin de fonctions fournies par IBM, mais de fonctions externes au sens SQL qui permettent d'exécuter des commandes qui elles-mêmes pourraient avoir des trucs plus tordus à l'intérieur. Ce n'est pas si évident. Bon, je vais vérifier la chaîne de caractères directement. Je n'ai pas la solution à tout, mais en gros, si vous attendez un numéro de client, vérifiez que ça fait 6 alpha, que ça ressemble à un numéro de client. Si vous attendez un texte de 3 chapitres de je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Le but ne serait pas directement de faire un cast, comme ça on voit si c'est castable en décimale, s'ils ont 0 par exemple. Dans ce cas-là, on aurait pu, mais rien ne te dit que tous mes numéros de clients sont en alpha ici. Mais rien ne te dit que je n'ai pas des clients ZZ quelque chose. Donc, dans ce cas-là, on utilisait une variable host et on aurait fait en sorte que le format soit rigoureusement celui de la database pour être compatible. Et donc, si c'est 6, ça resterait 6. Enfin, voilà. Parce que là, le cas est simple, effectivement. Là, le cas est simple. Tu pourrais t'arranger pour faire 1 égale 1, par exemple, ou 1 égale 1, donc avoir tous les résultats. Oui, le or 1 égale 1 pour récupérer toute la table. Voilà, ça, on est d'accord. Enlever les instructions. Ça, pour aller l'analyser, t'en protéger, bah, c'est pas si évident, quoi. D'accord. Donc là, le 1 égale 1, je ne l'ai pas mis parce que j'ai fait un curseur qui récupère qu'un en règle et machin truc, voilà, etc. D'accord, par rapport au code. Mais vous voyez, en parlant en 2 secondes, vous avez déjà plein d'idées aussi tordues que les miennes. Je vous félicite. Il y a des hackers parmi nous. On fait du PHP ou des choses comme ça, et il y a le même problème. Ça, c'est un problème typique du PHP et du SQL. Mais c'est pour ça que je disais,
pire dans les langages interprétés, Oui. puisqu'en plus, on peut aller intercepter le script. Et on interdit carrément de construire des requêtes comme ça. Il faut vraiment utiliser des hosts et faire un binding, sinon c'est plus acceptable. Directement. Il faut préparer avec Mais vous ne l'autorisez pas au sens de l'architecture et des outils que vous avez rajoutés pour le faire. Donc là, nous, par défaut, pareil. Donc, tenter de faire. Mais ce n'est pas si évident. Et si vous allez voir les produits typés sécurité qui mettent des points d'exit sur l'ODBC pour attraper les requêtes qui viennent de l'extérieur, etc., aujourd'hui, c'est une des difficultés qu'ils ont. Ah ouais. C'est pas si simple. Bon, allez, donc évidemment, utilisez les marqueurs de paramètres dans des cas qui sont simples et vraiment sur le cas du SQL dynamique tout à la fin, faites un maximum de tests. Je ne vous garantis pas 100%, mais voilà, si vous avez des contrôles de surface, déjà on sera plus clean. La bonne pratique pour le reste, c'est les marqueurs de paramètres, ça marche quand même super bien. Je vais avancer un petit peu parce que je suis un petit peu short. En SQL, je ne vais pas aller dans la pratique du code SQL, etc. Mais je voulais mettre le doigt sur un ou deux petits trucs qu'on a trouvés. Donc, le principe du moteur SQL, c'est que vous avez le moteur réinterprète vos requêtes, il fait du cache pour pouvoir réutiliser les plans qu'il a calculés. Et dans ce cache, il y a la construction de la requête et il y a aussi un petit peu de data, en fait. Donc, attention, le cache, il est très bavard. Tout le monde peut aller, enfin, tout le monde. Il y a du job control ou qui a cette fonction d'usage peut aller récupérer les valeurs du cache. On peut le faire du dump. Et vous pouvez, dans le cache, sur n'importe quelle instruction, les valeurs des paramètres sont ici remplacées, mais on vous les donne ici. Ça vous permet, vous, de faire de l'analyse en disant, quand je fais sur l'employé qui s'appelle As, ça répond à 2 millisecondes. Quand je le fais sur Robert, ça prend 3 minutes. Bon, peut-être que Robert, il a 1 million de dossiers, voilà, etc. D'accord, mais ça vous permet quand même d'identifier des choses. Donc ça, c'est au travers des outils plan cache SQL, vous les avez en direct. Vous pouvez demander, en appelant cette procédure, le set colonne attribute, vous pouvez dire pour la table employée qui est dans cette bibliothèque, quand c'est la colonne salaire, je ne veux pas qu'elle apparaisse dans les données du plan cache. Et quand vous faites ça, et quand vous regardez ici, on vous dit, à la place des valeurs, ce sera remplacé par étoile sécure, ce n'est pas des vraies valeurs, ça veut dire que tu n'as pas le droit de regarder. Sauf que si vous cliquez sur le deuxième bouton que je ne vous ai pas donné, sur le deuxième bouton qui est juste à côté, et pas compliqué à trouver, on vous dit, tiens, regarde, les deux variables, elles sont là. J'ai un incident ouvert aussi. Donc, il y a de la donnée dans le plan cache, le système en a besoin, elle sera toujours dans le plan cache. Le truc, c'est qu'on ne vous la montre pas. D'accord? Donc là, il y a un petit bug d'affichage. Donc, attention à ça, encore une fois, parce que vous protégez les tables avec des droits, vous protégez, il y a du RCAC, il y a tout un tas de choses. Vos données, elles se baladent aussi dans les plans cache, tout simplement. Moi, j'ai récupéré des mots de passe perdus dans les plans cache. Vous pouvez aussi, quand vous avez du SQL, procédure, fonction, trigger, etc., vous pouvez demander au moment où vous cataloguez vos objets, vous pouvez demander à obscurcir le code de sorte qu'on ne soit pas capable, par rétro, de retrouver le code en clair. Je n'ai pas dit que c'était un cryptage hyper compliqué à créer, ça se fait, mais il faut déjà faire des efforts, d'accord? Donc, ça protège aussi vos sources SQL, parce que les sources SQL, on sait les régénérer depuis les objets existants. Ils sont stockés dans les objets et dans la base, donc on sait les retrouver. Alors là, j'ai une slide, parce que je suis très en retard. J'ai une slide sur la partie open source, c'est très simple, il n'y a rien du tout. Sur la partie native IBMI, on a des droits natifs. Il y a des droits sur la partie open source, parce que c'est des process qui tournent dans PAS, etc. Donc, il y a des profils, il y a des droits, évidemment. Mais sur la partie IBMI, on a des journaux d'audit, on a des points d'exit, on a des choses qu'on peut aller paramétrer, sur lesquelles on peut s'accrocher, mettre du code à nous, faire des choses. Sur la partie open source, ça tourne dans PAS, qui est le Portable Application Solution Environment, qui est le runtime AX qui est porté sur l'IBMI. Et on n'a pas toutes ces mécaniques-là. J'en ai 2-3, j'ai l'authentification, etc., l'adoption, ok, d'accord, on peut trouver dans les journaux, mais sur tout le reste, il n'y a pas. Donc, l'idée, c'est de dire, vous êtes dans un monde open source classique,
Vous mettez en place des outils divers et variés. Reportez-vous à chaque outil pour voir comment il est à configurer, à surveiller, à regarder, etc. C'est pas que c'est pas mon problème. J'aurais pu prendre 2-3 trucs très utilisés en termes de référence, mais demain vous changez, vous allez ailleurs, vous remettez le couvert là-dessus. J'ai combien de temps de retard? C'est large. Bon, encore une fois, j'ai raté une slide. Je reviens juste un tout petit peu en arrière. On disait les dumps, vous ne pouvez pas les arrêter, ça vous génère des trucs. Les debugs, vous en avez besoin. Les objets sont compilés, on peut toujours voir ce qu'il y a dedans, parce qu'à un moment, il faut qu'ils existent. Et donc, ce que je voulais remettre, c'est qu'au travers de tout ça, si vous êtes un peu malin, on peut tirer plein d'infos. Maintenant, le dump, il m'intéresse beaucoup. C'est la slide que j'ai sautée. Puisqu'il nous donne quand même beaucoup d'informations, les variables, etc. etc. On s'est posé la question, c'est de dire, finalement, comment faire pour faire des dumps, en fait. Et en fait, on a plein d'idées tordues. Il suffit d'appeler des programmes sans paramètres, ça va bien planter. Il suffit d'appeler des programmes en mettant des paramètres en hexadécimal 00, FFF, machin. Il y a bien un moment, on va tomber sur des valeurs pourries qui vont faire planter vos programmes. Et on a fait planter à peu près tout ce qu'on a trouvé comme ça. Donc, un utilisateur qui a une ligne de commande et qui est un peu malin, en fait, on peut assez facilement détourner l'outillage standard. Donc, c'est quand même des droits spécifiques pour la ligne de commande. Mais attention, quand on dit ligne de commande, on est câblé 5250. Vous avez comment ça s'appelle, l'option sur les profils qui dit « t'as pas la ligne, elle est contournable ». Capability. Limit capabilities, merci. Et puis, n'oubliez pas que même avec des profils désactivés, par exemple, on est capable de se connecter sur d'autres services. Et dans la plupart des services, on a des astuces pour passer des commandes. Alors, tu te connectes en SQL, QCMD exec, tu peux faire un call d'un programme et tu bourres des valeurs pourries à l'intérieur. FTP, on peut appeler une commande système, donc appeler un programme. SSH, on n'en parle pas, c'est fait pour, etc. etc. Donc, et on a des protocoles qui supportent la connexion profil disable. C'est pour ça qu'on vous dit supprimez vos profils. Disable, ça suffit pas également. Il faudra faire le tour. Mais l'idée, c'était de dire, effectivement, on a provoqué un petit peu des plantages divers et variés et on a trouvé des trucs rigolos, en fait. Je parle un petit peu signature. Bon, signature, je pense qu'on est bon, d'accord. L'idée, c'est de garantir qu'un objet, entre le moment où il a été créé et le moment où vous le restaurez, vous l'utilisez, personne n'est venu le modifier, il n'a pas été recompilé, on n'a pas changé des trucs à l'intérieur. On garantit l'intégrité d'un objet entre sa source et sa destination, on va dire. Alors, ça existe de partout. Là, on va parler des programmes, c'est ce qui m'intéresse, mais évidemment, aujourd'hui, vous signez des flux bancaires, machin, ils sont assignés entre le moment où vous les émettez, c'est vérifié de l'autre côté, etc. Okay. Sur l'IBMI, vous avez un mécanisme géré directement dans l'OS qui permet de signer pas tous les objets, mais cela. Programme exécutable, programme de service exécutable, module, pas directement exécutable, mais c'est lui qui contient le code. Package SQL, évidemment, les commandes, ok, pour éviter qu'on bricole les valeurs par défaut, en gros. Et les fichiers de sauvegarde. Pourquoi? Parce que les fichiers de sauvegarde, en général, c'est ce que vous utilisez pour livrer vos objets de la machine de dev à la prod. Okay. Donc, ces objets-là, vous pouvez les signer. C'est pas récent, c'est depuis la 5.1. Je n'ai pas récupéré la date, mais ça commence à dater quand même. Donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur DCM, le Digital Certificate Manager. C'est lui qui gère les certificats sur l'IBMI. Il y a différents magasins à l'intérieur. Vous pouvez créer vos autorités, créer vos certificats, les importer, etc. Et avec les certificats qui sont dans DCM, on est capable de signer des objets. Il y a un magasin qui s'appelle Object Sign-in. Et on est capable également de vérifier qu'un objet reçu a bien la bonne signature. Tout ça par rapport à un certificat. Bon, j'ai remis, ça je l'ai pris sur Wikipédia parce que je ne voulais pas refaire les trucs, d'accord, mais c'était pour remettre la mécanique de signature. La mécanique de signature, donc quand on parle de certificat, c'est des clés asymétriques. Il y a une clé privée et une clé publique. Avec la clé privée, on va signer ce qu'on appelle l'empreinte, le hash des données.
Et côté vérification, on va recréer ce hash pour avoir une valeur de comparaison et on va vérifier que la signature, une fois décodée avec la clé privée, correspond bien. Ça, c'est la mécanique standard qui permet de dire mon objet n'a pas été altéré entre le départ et l'arrivée. Donc, sur l'IBMI, dans les magasins Object Sign-in, vous pouvez créer vos autorités. Enfin, vous avez déjà des autorités quand vous en êtes là, mais vous pouvez créer des autorités dédiées. Vous pouvez surtout créer un ou plusieurs certificats dédiés. Donc, si vous êtes habitué à DCM, créer de certificate, comme d'habitude, vous mettez des informations. La seule particularité, c'est que les certificats qui sont dans ce magasin-là, ils ont un rôle particulier qui est capacité à faire de la signature. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Deuxième particularité, c'est que, alors c'est aussi le cas sur le magasin système, mais quand vous allez, pour utiliser votre certificat, il va falloir définir une application au sens DCM. Donc, une application dans DCM, c'est un certain nombre d'attributs qu'on peut mémoriser dans DCM pour automatiser la réutilisation. Donc, il faut déclarer une application, je l'ai appelée subtilement Gaia Sign-in, une description, et puis, ça vous permet quoi? Ça vous permet de définir éventuellement un exit programme qui sera appelé dans 2 ou 3 événements particuliers. Si vous changez, si vous supprimez votre certificat ou si vous modifiez la liste des autorités de confiance, je passe les détails, d'accord, mais il y a 2-3 événements, évidemment, liés à la gestion du certificat qui font en sorte d'appeler votre point d'exit. L'idée, c'est de dire, si vous changez le certificat, ça va de facto invalider vos signatures, puisqu'elles sont liées à votre certificat. Donc, l'idée, c'est d'appeler le point d'exit, que vous soyez capable de gérer l'événement. Donc, pour la signature, ça crée une application et ça va créer automatiquement une nouvelle entrée dans les fonctions d'usage, une entrée qui porte le nom de votre application, ici Gaia Sign-in, d'accord? Donc, ça veut dire que par défaut, là, c'est valeur par défaut, personne n'aura le droit d'utiliser le cryptage par le certificat que vous avez donné, sauf les utilisateurs qui sont en l'OBJ, sauf si vous allez bien sûr rajouter de façon spécifique des utilisateurs dans la liste. C'est un droit élevé a priori, puisqu'on veut gérer de la sécurité en disant j'authentifie le porteur de la clé. Donc, fait 2 là, non? Tac. Ouais. Donc, fonction d'usage. Tac, tac, tac. On assigne le certificat à l'application. Pareil que le magasin système pour les serveurs HTTP. La mécanique est la même. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, comment on fait pour s'en servir? Toujours dans DCM, quand vous êtes dans les applications, sur le détail de l'application, de votre application que vous avez fait ici, vous avez une option « Signer les objets ». Et signer les objets, ensuite, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez signer. Et donc, vous dites, bah, OK, je veux signer, par exemple, le programme LOW dans la bibliothèque NB. Et je veux obtenir le résultat dans un fichier sur l'IFS. Ça ressemble à ça à la fin. On vous dit, OK, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. On peut signer un objet, on peut mettre étoile. Signer étoile.pgm, signer tous les programmes de la bibliothèque, tous les programmes qui sont auto-étoiles, etc. etc. Pas obligé de faire un par un. Donc, vous pouvez passer par ici. Le job, il est asynchrone. J'ai mis le petit nom du travail qui va bien. Comme c'est rapide dans DCM, vous avez la petite notification, vous avez le fichier. Et puis voilà, tout va bien. OK, vous avez 2-3 petits réglages qui disent si j'ai plusieurs objets, est-ce que je continue ou pas après la première erreur. OK, genre de réglage que je vous laisse me dire. Le entire object, c'est un peu particulier, c'est pour les commandes. Pour les commandes, vous pouvez choisir deux niveaux de signature. Est-ce qu'on prend en compte tous les attributs ou seulement certains, principalement les valeurs par défaut et les ID messages. Une fois qu'on a signé notre objet, super. Très bien, vous faites un petit DSP OBJD, on voit l'objet, il est signé numériquement. Dans les objets statistiques par SQL, ça ressort aussi. On a un objet qui est signé, c'est magnifique. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il est signé que la signature est valide. Il faut être capable de l'autre côté de s'assurer que la signature, c'est bien la bonne. Sinon, je vous en fais des signatures. D'accord? Bon, toujours dans DCM, on peut afficher le détail de la signature, etc. Mais c'était pour montrer les différentes options qui sont dedans.
Ce qui m'intéresse plus maintenant, c'est, imaginons, je prends cet objet, je le mets dans un fichier de sauvegarde, je le transfère sur une machine de production, je le restaure. On va faire autrement, mais à peu près un truc classique, d'accord? À la restauration, il ne se passe rien du tout, tout va bien, et on me dit, ton programme, il est signé. Mais personne ne m'a dit pour l'instant, il est bon ou il n'est pas bon. On m'a juste dit, tu l'as restauré. C'est pas mal. Il y a une valeur système, le QVerify Object Restore, comme son nom l'indique, vérifier la restauration. Il a un fonctionnement un petit peu bizarre. Alors, 1 et 2, je n'ai pas détaillé, mais en gros, il restaure tous les objets sans tenir compte de ça, d'accord? La valeur par défaut, si vous ne l'avez pas changé sur vos systèmes, c'est la 3. Et je vais expliquer la 3. Je vais passer sur la 4 et la 5. La 4 et la 5, elles ne restaurent que des objets signés, ce qui fait que c'est un petit peu brutal pour vous en termes de mise en place. Si vous me passez directement en valeur 4 ou 5, vous ne faites plus aucune livraison d'accord, dans vos process. Je ne détaille pas. La 3, qui me semble la valeur effectivement la plus appropriée, elle dit en gros, on autorise tout ce qui n'est pas signé, c'est le cas actuellement de 99% d'objets, d'accord? Donc on continue à les autoriser. Par contre, pour les objets qui sont signés, il faut que, donc on nous dit, c'est écrit comme ça, si la signature est validée, le certificat est présent et valide, et si le certificat est absent, à ce compte-là, le système considère que ce n'est pas vérifiable, et donc il va considérer que ce n'est pas signé. C'est négociable également. J'ai mis longtemps de temps avant de la comprendre. Hein. Ça m'a pris un peu de trucs là. J'ai discuté avec les collègues aussi. Donc, en gros, si vous n'avez rien fait pour tester la signature de l'autre côté, on va dire, OK, vos objets sont signés, je ne suis pas capable de les tester, donc je les prends, je les restaure, tout va bien. Par contre, comme quelque part. Vous avez écrire le système, au moins, Il y a un site pour donner vos idées à IBM, je le remets. Mais non, il n'y a pas de log, à la restauration, il n'y a rien. Ouais. Du coup, ça veut dire que vous êtes obligé de le faire vous. Sauf à passer en niveau 4 et 5, mais vous ne m'appelez pas si vous avez des problèmes. Si vous voulez le faire vous, check Object Integrity, vous dites quel est le nom de l'objet, ça supporte les astérisques, d'accord, pour les noms génériques. Vous dites dans quel fichier base de données vous voulez obtenir le résultat. Donc tout à l'heure, pour signer, c'est dans un fichier IFS, là c'est un fichier base de données, mais peu importe. Et puis, vous lancez votre commande et on vous dit, OK, bah là, par exemple, avant d'avoir mis en place le certificat sur la deuxième machine, il me dit, OK, la commande s'est exécutée, mais il y a des violations qui ont été détectées. Donc, il me dit quand même, c'est bizarre. Et donc, quand on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, la violation ici, c'est un NoSig. Et NoSig, dans la documentation, on nous dit, l'objet a pu être signé. Bon, ils auraient pu dire qu'il est signé, d'accord. Mais on n'a pas le certificat qui permet de contrôler ça. OK. Donc, sur la machine cible, magasin signature vérification, vous le créez la première fois s'il n'est pas créé. Vous m'importez le certificat avec son autorité de certification qui va bien, très classique pour DCM. Et à partir de là, toujours dans DCM, pour le faire à la main une fois, d'accord, vous pouvez faire un Verify signature manuellement, vous indiquez ce que j'ai mis sur la commande Check Object Integrity, mais c'est pour voir le fonctionnement en mode interface DCM, d'accord. Vous avez le résultat aussi là dans un fichier sur l'IFS cette fois-ci. Attention, je me suis fait bananer aussi. Le fichier est généré en Unicode, mais c'est logique à la fin, mais ça m'a échappé tout de suite. Donc, fichier de log en Unicode. Donc, attention à comment vous le lisez. En fait, c'est principalement ça. Donc, OK. Et là, il est capable de nous dire, OK, la signature, elle est bien bonne. J'ai le certificat qui permet de dire que la signature a bien été encodée avec la bonne clé privée qui va bien. Tout est OK. Bon, maintenant, il faudrait pouvoir l'automatiser un peu parce que vous n'allez pas aller dans l'interface graphique et à chaque fois vous avez une livraison de 492 programmes à checker un par un. Sinon, vous ne le ferez pas. Si c'est un produit, c'est compliqué. Si c'est un produit, c'est compliqué. Alors, si c'est un produit, on en reparle après. Donc, pour l'automatiser, vous avez le Check Object Integrity, mais moyennant un tout petit effort de programmation, vous avez deux API. Vous avez une API qui permet de signer, une API qui permet de dessiner n'importe quoi, de contrôler.
C'est les deux qui sont utilisés au travers de DCM, signé et check. D'accord? Donc, j'ai mis les liens vers la documentation. J'ai été sympa, même j'ai fait dans un petit GitHub, j'ai mis un petit programme de contrôle de signature qui est fonctionnel. Vous pouvez le prendre tel quel, il compile, il est autonome. Je ne l'aurais pas forcément écrit comme ça dans la vraie vie, mais je l'ai fait pour qu'il soit copier-coller compilable, d'accord, avec toutes les déclarations qui vont bien. Vous me changez les paramètres simplement pour coller à ce que vous voulez. Je ne sais pas si j'ai du réseau pour... par exemple. Bon, donc, OK, pour les amateurs d'API, comme c'est des API, il y a tout un tas de déclarations à faire. C'est pas forcément, c'est pas forcément très drôle à faire, mais c'est fait. Et il n'y a pas grand-chose à faire après en termes de code. OK, il y a un petit peu d'alimentation, d'initialisation de paramètres, tac, 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 et on appelle directement l'API qui va bien. J'ai fait un tout petit peu de mécanique autour pour être sûr de nettoyer les fichiers résultats et être tranquille. Le programme, il a besoin de quoi? Ce programme-là, il n'a pas besoin de grand-chose en réalité. Mais peut-être j'avais mis en dur les noms des valeurs. Donc, c'est un petit exemple qui est fonctionnel. Vous le prenez, vous le modifiez chez vous. OK, mais l'idée, c'était de dire il n'y a pas non plus une grosse quantité de sources. Okay, et vous pouvez automatiser ça comme vous voulez. Vous avez les fichiers résultats. Vous avez un programme qui le lit et vous êtes capable de dire ça se passe bien, ça se passe pas bien. J'ai quand même mis une capture. Évidemment, une fois que c'est mis en place, il faut l'exploiter. Donc, l'exploiter, c'est l'automatiser. Signer avant de déployer, contrôler au moment où vous restaurez. Ça peut être, donc vous pouvez soit signer tous vos objets, ce que je recommanderais à des éditeurs, soit peut-être signer simplement vos fichiers de sauvegarde. Si vous êtes client, utilisateur, j'allais dire, vous voulez simplement sécuriser vos communications et montrer à votre auditeur sécurité que vous avez fait ce qu'il faut pour ne pas être intercepté, etc. C'est d'aller à un niveau programme. Ils sont pas à ce niveau-là. Oui, mais tu sais qu'on a reçu des audits avec des cases à cocher des fois. Alors, on sait très bien que l'auditeur, il ne pourra pas aller voir. C'est déclaratif, mais il va poser la question. Et on n'est pas à l'abri que d'ici quelques temps, malgré tout, ils commencent à aller mettre leur gros doigt un peu plus dedans. En tout cas, on peut mettre en face une capacité techno pour le faire en cas de besoin. Et honnêtement, 50 lignes de code à l'arrivée, 100 lignes au démarrage, c'est pas fou, quoi. Ça se fait et ça s'intègre. Donc évidemment, c'est du certificat. Un jour, il faudra les renouveler. Impact sur vos signatures, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez avoir plusieurs certificats pour des cas assez particuliers. Mais vous pourriez avoir plusieurs certifs et vous signez vos objets avec l'un ou avec l'autre. On peut mettre plusieurs signatures sur un objet. Peut-être que c'est la bonne solution pour gérer les renouvellements de certificats par ailleurs, etc. D'accord? Donc, il y a des petites choses à regarder. Et puis, évidemment, il ne faut pas laisser les droits d'usage de ces applications-là à tout le monde. Parce que sinon, moi, le premier, je vous fais une modif à l'arrache dans le code, je la re-signe et je la livre. D'accord? Et puis, bah oui. Donc, ça fait partie des mécanismes qu'on voit très peu. Les objets du système d'exploitation IBM, si vous regardez, vous faites un petit DSP-BJD sur les objets Q quelque chose, ils sont signés globalement et c'est évidemment normal d'un point de vue sécurité de l'OS. Les objets dans le scope user, en général, le sont pas. Donc honnêtement, j'insiste dessus, c'est facile à mettre en place, ça utilise DCM qui est la base pour la gestion des certifs sur l'IBMI. La mécanique est la même globalement. Il y a une API appelée pour signer, une API appelée pour vérifier, et vous êtes capable de m'automatiser ça et de mettre vos outillages autour, dedans, avant, après, quoi. Les API, certificat sur la machine en face. Parce que si tu demandes aux utilisateurs de le faire en face, t'es pas dans la merde. Je t'invite à venir dans la session qui s'appelle Utilise les API RSE pour gérer tes certificats. Oui, en fait, oui. Alors, aujourd'hui, effectivement, pour aller déployer, ici j'ai fait manuellement pour montrer les différentes étapes de déploiement, etc. Pour aller déployer un certificat sur une machine, et effectivement, dans DCM, on a des API, il faut les programmer. Donc, c'est-à-dire qu'avec ton certificat, il faudra emmener un programme que tu appelles pour qu'il puisse déployer le bazar. En général, c'est fait manuellement parce que c'est fait une fois pour 5 ans et que voilà. Mais
pour des logiques d'éditeur, si tu veux limiter ton support, on va dire, pour le faire court, c'est bien de l'automatiser. Donc pour ça, soit tu as des API DCM, soit avec RSE, mais il faut que RSE soit configuré et qu'on ait tout ce qu'il faut, on sait le faire. Vous avez DCM Tools, qui est un petit tool open source de Jesse Gorzinski, disponible sur un GitHub, qui réencapsule les API DCM dans des commandes shell qui te permettent de le faire aussi. Mais oui, il y a un moment, il faut mettre en place l'infra qui va bien, au sens les certifs, les autorités des deux côtés. Ouais. Déjà, un client, tu leur dis un CVF, tu leur mettez un load run, ils n'y arrivent pas. Alors, créer un certificat, c'est compliqué. Du service. Mais non, mais j'ai pas de solution à ça. Je veux dire, il y a un moment, malgré tout, on est dans un contexte où on nous demande de sécuriser tout dans tous les sens. J'ai une solution, mais effectivement, elle demande un peu de config. Mais quand on veut faire du HTTPS, il faut bien installer un certificat, mais un autre quelque part, il faut bien quelqu'un qui a compétence. Mais au-delà de ça, si on prend du recul, là, j'ai montré la signature des objets. Ça fait très longtemps qu'on signe, par exemple, je reprends l'exemple des flux bancaires. C'est signé exactement pareil, et ça nécessite exactement la même mécanique. C'est un échange préalable de clés. Donc de toute façon, cette mécanique-là, c'est pas le principe qui est. C'est général. En sécurité, on ne peut pas se permettre de tout automatiser. C'est un non-sens. Il faut une intervention humaine à un moment donné, ne serait-ce que pour contrôler ce qu'on fait ou ce que l'automate fait. C'est chiant, comme tu dis, ça vend du service, c'est très bien, mais en même temps, en termes de sécurité. Ça, c'est pour le motiver. Non, mais voilà, c'est ça. Non, mais effectivement, en termes de sécurité, enfin, ça va plus loin que ça, mais le truc de base, c'est 2 canaux de communication distincts. Un premier échange sur un canal qui permet l'authentification et qui permet l'automatisation sur le deuxième canal. Donc, le premier échange, il faut le faire manuellement, sinon il n'a aucune valeur. J'ai pas de. Voilà. En tout cas, c'est le parti pris le plus global. Parce que souvent, pour faire ça, il faut avoir accès à la machine du client. C'est de plus en plus compliqué. Mais j'ai d'autres solutions, mais ça va être plus compliqué. C'est la deuxième solution, c'est tu as une tierce partie de confiance dans laquelle toi, tu déposes tes objets et ton client, quand il reçoit ces objets, il va contrôler que le hash de l'objet est le même que celui que tu as déposé chez le dépositaire de confiance. Mais là aussi, ça demande du paramétrage, du bazar, etc. J'ai pas de... Je vais arrêter là parce que je crois qu'on est à l'heure, c'est parfait. De toute façon, c'est la pause, donc je reste là, je bois du café, je mange des trucs. Si vous voulez en parler, c'est avec plaisir, il n'y a pas de souci. Le contrôle de signature. On peut très bien avoir à l'intérieur du programme lui-même quelque chose qui autocontrôle sa propre signature. C'est-à-dire qu'il vérifie qu'on n'est pas, en gros, on n'a pas mis un substrat ou. Parce que c'est ça tout le temps l'idée. C'est moi, je vais déposer un objet à la place d'un autre pour lui faire peu ou prou presque la même chose, mais j'ai triché. J'ai recompilé, mais j'ai ajouté une séquence de code. Dans une logique d'éditeur, tu peux. Je n'ai pas testé la perf par rapport au rendu de l'API, parce que quand tu es en mode déploiement, à la limite que ça prenne 100 millièmes de seconde ou machin, c'est pas grave. Par contre, si on n'est pas obligé de le faire tout le temps, mais se demander si sur des points sensibles, on ne peut pas se dire à ce temps, là, ce qu'on fait, c'est un programme, on sait qu'il est sensible, et je veux vérifier que c'est bien moi, le mien, moi éditeur. Celui qui contrôle tes licences, quoi. Celui qui contrôle une licence, mais peut-être celui aussi qui permet d'appeler tous les programmes de notre suite logicielle par une API HTTP, ce qui quand même permet des ouvertures. Après, si vous êtes en environnement ILE, je le ferai plutôt en activation qu'à chaque appel, par exemple, tu vois, sur des choses comme ça. Voilà. Genre de truc. Mais ouais, bien sûr, il pourrait s'auto-contrôler lui-même pour se garantir. Attention aux bugs, quoi. Là, il faut blinder le code parce que. Pourquoi Là, on a 2-3 programmes qui sont quand même très sensibles. Il y a un qui s'appelle Call. Bon appétit. Merci. Le mec, il altère Call.